Le président Trump dit « Ne vous inquiétez pas, tout va bien au Moyen-Orient. Ne vous inquiétez pas, tout va bien dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. J'ai tout ça sous contrôle. Tout va bien se passer, si vous le croyez sur parole. » Moi, je suis un peu plus sceptique. J'aime donc examiner les choses, regarder ce qu'il dit, voir quelle est la réalité, ce que dit l'autre camp. Et là, on obtient une image un peu différente. Il y a aussi la question de ce qui se passe réellement au sein de l'administration et de la réflexion qui sous-tend certaines de ces décisions. Et pour tenter de répondre à certaines de ces questions, nous avons vraiment l'une des meilleures sources possibles. Quelqu'un qui connaît énormément de choses sur tous ces sujets. Robert Barnes, avocat constitutionnaliste chez Barnes Law, et bien sûr sur vivabarneslaw.locals.com. 1766 Law. Qu'est-ce que c'est? 1766. 1776. Un centre juridique. Je ne sais pas pourquoi ces mots ne voulaient pas sortir de ma bouche. Robert, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Oh oui, nous vivons assurément une époque intéressante, comme le dit le proverbe chinois à tous égards. D'après ce que j'ai compris, ce qui a conduit au revirement de Trump le week-end dernier a commencé le week-end précédent. Richard Barris est donc un sondeur très respecté, en particulier dans les cercles de la Maison-Blanche. On peut le suivre sur People's Pundit Daily. Il est très proche, notamment du vice-président, mais aussi du président. Dans l'entourage de Trump, il est considéré comme le sondeur le plus digne de confiance et le plus fiable. Cela inclut des gens comme Jared Kushner, qui le suit depuis longtemps, la chef de cabinet Susie Wiles, etc. Donc, le week-end dernier, ou celui d'avant, quand la finale de la Coupe du Monde s'est tenue ce dimanche-là, Trump a organisé un événement en tenue de soirée à Bedminster, dans le New Jersey, ce samedi-là. Cela n'a pas été beaucoup relayé ni télévisé, et l'une des personnes invitées était Richard Barris, qui a donc eu l'occasion de présenter son argumentaire. Son argumentaire, c'était que les républicains sont en grande difficulté pour les élections de mi-mandat, en grande difficulté pour 2028, que le pays perçoit la guerre très négativement, Israël très négativement, Bibi Netanyahou très négativement, et Trump lui-même très négativement à l'heure actuelle, surtout les électeurs indépendants et des segments essentiels de sa base. En revanche, ils ont vraiment apprécié son mémorandum d'entente dans l'accord de paix. Au moment de son annonce, il était soutenu à 3 contre 1. Ils n'ont pas aimé qu'il fasse marche arrière. Et le conseil, c'était que Trump devait rectifier le tir et revenir au principe de l'accord de paix, arrêter le conflit armé, remettre l'économie sur les rails et se reconcentrer sur les États-Unis. Et idéalement, recadrer publiquement Bibi plutôt que de donner l'impression d'être la pute de Bibi. Donc, quand il est revenu ce dimanche soir-là, il a dit à ceux d'entre nous qui faisaient partie du cercle qu'il n'était pas optimiste. Mais ensuite, ce lundi-là, il y a une semaine, le compte X officiel de la Maison-Blanche a publié le sondage de Barris, disant que l'accord de paix était très populaire. Et je me souviens que des gens comme Glenn Greenwald et d'autres ne comprenaient pas trop. Pourquoi Trump parle-t-il avec un ton si militariste, alors qu'au même moment, le compte officiel de la Maison-Blanche sur les réseaux sociaux fait l'éloge du protocole d'accord dont lui-même vient tout juste de se retirer. On dirait qu'à ce moment-là, au fond de lui, Trump était en train de reconsidérer sa position. Toute la semaine, il a dit aux gens qu'il allait intensifier les choses. Il a approuvé les attaques vendredi, puis il a dit « mettez-le en attente ». Parce qu'il participait au dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche et qu'il voulait que toute l'attention soit sur ça. Ça ne s'est pas très bien passé. Et puis, samedi, il s'attendait à ce qu'ils disent « Allez-y, maintenant ». Mais à la place, il a dit « Non,
mettait tout en suspens. Donc il semble que l'intervention de Vance auprès de lui, pour lui expliquer que ce serait un désastre pour toute une série de raisons. Vance a réussi à faire en sorte que Bradley Cooper et le général Kane prennent davantage la parole, de façon plus ferme, dans la Situation Room vendredi. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure de défendre nos bases dans la région, surtout maintenant que l'Iran semble disposer, comme l'a mentionné le Dr Parsi, de renseignements satellitaires en temps réel. Avant, rien ne permettait de penser qu'ils en avaient. Maintenant, il semble que ce soit le cas. Cela a conduit Rubio à aller se plaindre auprès de Lavrov au sommet asiatique. Il lui a dit qu'il semblait que les Russes nous rendaient l'appareil pour tout ce que nous avions fait, y compris tenter d'assassiner Poutine et, vous savez, frapper leurs navires. Et puis, nous avons même frappé un navire iranien et tout le reste en fournissant des informations satellitaires en temps réel. Ajoutez à cela nos intercepteurs affaiblis. Écoutez, Dr Postol, de toute façon, nous n'avons jamais été très bons face à un large éventail de missiles balistiques iraniens. Nous étions donc dans une très mauvaise position. L'efficacité de nos armes diminuait et nos stocks baissaient. Et Vance faisait le tour des gens depuis mars, en disant au président que Hegseth et d'autres ne lui donnaient pas des informations honnêtes. Nous n'avions pas les capacités militaires nécessaires pour poursuivre un conflit d'usure sur les munitions. À moins qu'ils ne veuillent envoyer des avions directement au-dessus de l'Iran, ça n'allait pas marcher. Le risque, c'était que cette semaine soit cruciale, parce que Zelensky comme Netanyahou arrivent. Ils sont en visite aujourd'hui, et ils utilisent les funérailles de Lindsey Graham comme levier pour tenter de pousser Trump à intensifier les deux conflits. Mais d'après ce que Trump a dit plus tôt à Fox, même s'il part généralement dans tous les sens, le fait qu'il dise que l'un des derniers souhaits de Lindsey Graham était peut-être de conclure un accord avec l'Iran. Je peux vous garantir que Lindsey Graham n'a rien dit de tel. Ça laisse penser que Trump est sur la bonne voie. Vous savez, il fait de la rationalisation a posteriori quand il veut justifier un retrait. Il trouve toutes les excuses possibles et imaginables, et il invente les faits dont il a besoin. Quand il veut faire monter les enchères, il invente aussi les faits dont il a besoin. Donc, on dirait que la tendance est la suivante. Cette semaine devait trancher. D'ici aux élections de mi-mandat, entre le retrait ou l'escalade dans ces deux conflits. Pour l'instant, le retrait semble avoir l'avantage. Espérons que ça reste comme ça, parce qu'avec Trump, on ne sait jamais. Eh bien oui, regardons certains des éléments que vous venez de souligner. Voici des images satellites récentes. La Maison-Blanche fait de son mieux pour empêcher les entreprises civiles d'en fournir, afin qu'on ne les ait pas. Mais certaines l'ont fait quand même. Ou bien elles viennent du côté chinois. En réalité, on ne sait pas très bien d'où proviennent certaines de ces images. Mais vous voyez qu'ils frappent toutes nos bases dans la région. Vous voyez cette série d'images du 9 au 24 juillet. Mais ensuite, on voit les images réelles. Et tout ce qu'ils ciblent est frappé avec une précision extrême. Donc si on continue, oubliez simplement ce qu'est Ted Post. Vous le voyez de vos propres yeux. Nos intercepteurs ne fonctionnent tout simplement pas. Et certains de ces engins sont même des drones. Ce ne sont même pas, vous savez, des missiles balistiques qui arrivent. Certains ont des capacités de manœuvre qu'on n'avait jamais vues. Et donc, nos radars, qui indiquent aux Américains d'où vient un missile et contre quoi se protéger, ne fonctionnent même pas non plus. Il y a donc beaucoup de choses en jeu, en plus du problème de notre stock de missiles offensifs qui diminue là-bas. Donc la question est la suivante. Si le président Trump était si près d'obtenir cela, parlons d'abord du côté israélien. Benjamin Netanyahou est arrivé avec, vous savez, ces nouvelles informations de renseignement sur la montagne de la pioche.
C'est en fait de cela qu'il s'agit. Parce que souvenez-vous, lors de sa précédente visite en février, juste avant cette guerre, il était arrivé avec des renseignements selon lesquels le dirigeant principal allait se trouver à son emplacement. Il fallait frapper immédiatement. Toute la guerre pouvait être terminée en quelques jours si nous le faisions. Et le président Trump s'est laissé convaincre par cela. Vous avez mentionné qu'il avait dit quelque chose ce matin sur Fox News. Voici ce que le président Trump a déclaré au sujet de Benjamin Netanyahu et de la montagne de la pioche. On rapporte maintenant que Netanyahou va vous parler des travaux d'excavation en cours à Pickaxe Mountain, avec des véhicules de chantier qui entrent et sortent des tunnels. L'Iran construit et fortifie activement Pickaxe Mountain. Eh bien, je n'ai pas besoin que Bibi me le dise. Bibi me dit ça, parce qu'il veut que je reste impliqué. Je sais exactement ce qui se passe à Pickaxe. Ce n'est pas un gros problème. Nous avons détruit leur site nucléaire et nous devrons éliminer Pickaxe si nous ne concluons pas d'accord. Si nous ne concluons pas d'accord, nous l'éliminerons très facilement. Il dit un peu les deux à la fois. D'un côté, oui, je me fiche de ce que dit Bibi. Je ferai tout ce que j'ai besoin de faire. Mais de l'autre, oui, mais là encore, je pourrais devoir le retirer. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc au fond, j'apprécie le fait qu'il soit sûr. Il a 3 options devant lui. Il y a l'escalade à grande échelle. Il y a une véritable sortie. Et il y a quelque chose entre les deux. Et pour l'instant, il continue de tergiverser autour de cette option intermédiaire. Cette option pourrait consister à donner 1 ou 2 semaines pour voir ce qui peut être fait afin de relancer le protocole d'accord. Si, pour une raison ou une autre, cela ne satisfait pas Trump, alors il n'aurait qu'à y retourner, frapper la montagne Pickaxe, faire semblant d'avoir éliminé ce qui restait de ce qu'il prétendait avoir déjà anéanti, puis déclarer victoire et rentrer chez lui. Au moins, cela resterait davantage sur une trajectoire de sortie. Donc, le langage qu'il emploie semble davantage orienté vers la sortie que vers l'escalade. C'est donc encourageant. Avec lui, ce n'est pas une garantie, bien sûr, parce que c'est dans sa nature. L'option que Vance avait mise sur la table et qu'Elbridge Colby et d'autres avaient mise sur la table, ce n'était pas seulement de se retirer, mais d'utiliser cela comme une occasion. C'est ce que Richard Barris lui a recommandé. Remettre publiquement Bibi à sa place aujourd'hui et déclarer des choses comme « Si Israël ne se retire pas du Liban, de Syrie et de Gaza, alors nous couperons une large part de l'aide en matière de renseignement. Nous ne les défendrons pas si l'Iran les attaque. Nous ne fournirons pas le soutien en carburant nécessaire dont ils ont actuellement besoin, en raison non seulement de la crise mondiale d'approvisionnement en diesel, en carburant raffiné et en carburant d'aviation, mais aussi parce que cette crise est aggravée en Israël du fait que l'Iran l'a frappé, comme Larry Johnson l'a détaillé. Il y a donc des pénuries particulièrement aiguës, et il a menacé d'opposer son veto au projet de loi qu'ils essayent de faire adopter à la Chambre et au Sénat pour fusionner l'appareil de renseignement et la chaîne d'approvisionnement militaire avec Israël aux États-Unis. Cela a donné à Trump beaucoup de leviers sur Bibi, à la veille des élections prévues en octobre, pour parvenir à ses fins. Car Trump sait qu'il doit faire sortir Israël du Liban afin de relancer, à quelque niveau que ce soit, le protocole d'accord. S'il n'y parvient pas, les chances de le remettre en route à un niveau significatif sont minimes. Et ensuite, la seule option, en gros, c'est de partir. Ce qui est de toute façon de plus en plus probable. Mais on n'a pas encore eu de nouvelles d'eux aujourd'hui. Ils se sont rencontrés à la Maison-Blanche. Il a d'abord rencontré Bibi, puis Zelensky. À ma connaissance, il n'y a pas eu de conférence de presse. Ensuite, ils sont simplement allés aux funérailles de Lindsey Graham. Mais le fait qu'ils aient voulu organiser de grandes funérailles d'État
des funérailles aussi exceptionnelles pour l'un des pires êtres humains ayant jamais siégé au Sénat des États-Unis, c'était un mauvais signe pour ceux d'entre nous qui ne veulent pas d'escalade du côté américain dans aucun des deux conflits. Donc le risque demeure. Mais il semble que, du moins au début, Trump se contente encore surtout de parler. Et puis de temps en temps, il lâche. Bon, peut-être que je vais tout bombarder quand même. Alors, on ne sait jamais ce qu'il en est. Eh bien, c'est exactement ce que j'allais dire, parce que tout cela est positif. Et j'adore littéralement tout ce que vous venez de dire sur ce qu'il devrait faire et sur ce que semble-t-il les gens disent en interne. Je ne pourrais pas l'approuver plus fermement. Mais ensuite, il a aussi, et Gary, passons au projet de Trump. Il a aussi dit ceci dans cette même conversation. Je pourrais mettre hors service les centrales électriques en une journée. Toutes leurs centrales électriques disparaîtraient. Et je leur ai fait savoir, vous savez, dans le cadre des négociations. J'ai dit, écoutez, les gens veulent que je fasse ça. Je pense que j'obtiens presque le même résultat en le disant qu'en le faisant. Mais le problème, c'est qu'ils ne pourraient jamais. Vous savez, je pense à environ 91 millions de personnes, sans électricité, sans pont, sans vie. Et c'est un équilibre très très délicat. Donc je pense que nous sommes en position de force en ce moment. Ils savent que je vais le faire s'ils ne concluent pas d'accord. Les ponts disparaîtront. Je dirais qu'en 2 heures, la plupart des ponts, les grands ponts, auront tous disparu. Et les centrales électriques en une journée. Vous savez, si je peux éviter de faire ça, même, j'aime caviter. Alors, est-ce que ce sont des rodomontades ou pas? Peut-être qu'il dit ça simplement parce qu'il veut paraître dur. Mais il envisage toujours de faire ce que vous dites. Du côté iranien, c'est un peu « Hey, je ne sais pas à quoi il pense ». Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que s'il fait ça, ce sera œil pour œil et nous frapperons toutes les infrastructures de tous vos alliés dans la région. Et je pense qu'il le pense vraiment. Et puis, quant à savoir s'il faut revenir à une guerre totale, on a aussi ceci de l'Institut pour l'étude de la guerre, qui, évidemment, est de ceux qui donnent toujours les conseils les plus bellicistes possibles. Même eux ont reconnu dans ce rapport du 26 juillet que le niveau et le rythme actuel des frappes américaines n'ont probablement pas réussi à affecter de manière significative la volonté du régime iranien de poursuivre et d'atteindre ses objectifs stratégiques. C'est important ici. Les États-Unis ont frappé environ 1000 cibles entre le 12 et le 24 juillet, contre 13 000 en 38 jours lors de la première phase de la guerre en mars et avril 2020. Depuis, les États-Unis n'ont pas mené de frappe en Iran. Mais ça n'a rien changé sur le terrain. Quand on est revenu à une guerre, en quelque sorte à grande échelle, ça n'a pas fait plus que ce qu'avaient fait les 40 premiers jours. Donc tout ça doit être encore bien présent dans l'esprit de Trump. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Parce qu'on ne peut pas sortir de là en ayant l'air fort. Vous pouvez parler autant que vous voulez, mais vous ne pouvez tout simplement pas faire en sorte que ça paraisse positif. Mais vous ne pouvez pas non plus y retourner et refaire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Exactement. Je veux dire, je pense que les informations qui lui ont été transmises, ainsi que la phase de préparation de l'opération, ont intégré cela. Vous savez, ceux d'entre nous qui ont analysé en profondeur l'opinion publique iranienne et qui ont partagé ces analyses avec des membres clés de la Maison-Blanche. L'Iran, et ils le constatent eux-mêmes, ce que nous avions prédit il y a des mois, c'est maintenant réalisé. Tout le monde l'a vu se réaliser. C'est que, si vous regardez les études de l'Université du Maryland, elles sont très bonnes sur l'opinion publique iranienne, et elles sont confirmées depuis des décennies par toute une série d'autres organismes. Pew, Reuters, Gallup et d'autres. Mais ce que cela montre essentiellement,
c'est que l'opinion publique iranienne s'est durcie depuis que nous avons commencé à attaquer, depuis l'attaque israélienne d'octobre 2024, puis la nôtre, à nouveau, à l'été 2025. Et dès octobre 2025, la majorité de l'opinion iranienne s'était durcie. Sa préoccupation principale était de plus en plus la sécurité. Même l'économie n'était plus la première préoccupation pour une majorité, et ce pour la première fois dans les sondages iraniens, parce que la sécurité devenait de plus en plus la préoccupation majeure. Et leur façon d'évaluer la sécurité dans l'opinion publique iranienne, Solomon Ahmed, que vous avez interviewé, vous l'a confirmé lors de ses interviews en direct en Iran, pendant les funérailles de l'ayatollah, c'est qu'ils considèrent la diplomatie comme une erreur. Ils considèrent qu'une réponse militaire est plus importante. Dans leur perception du rapport de force, ils sont plus trumpistes que Trump. Autrement dit, leur réponse consiste à être plus offensif, pas moins diplomatique, pas davantage. Ils pensent de plus en plus que le régime précédent a commis une erreur en ne ripostant pas après les attaques d'octobre 2024. Ils ont estimé que c'était une erreur d'accepter le cessez-le-feu durant l'été 2025. Cela veut dire que vous avez la garantie. Ils ont estimé que c'était une erreur d'accepter le cessez-le-feu dans le protocole d'accord cette fois-ci. Ils sont de plus en plus nombreux à penser, dans une proportion de 6-1, que l'Iran doit protéger l'intégralité de sa souveraineté, y compris son contrôle du détroit d'Ormuz, par des moyens militaires et par le recours à la force. Et désormais, en octobre 2025, pour la première fois, une majorité d'Iraniens était favorable à ce que l'Iran développe une bombe nucléaire. Une majorité disait ne plus croire que l'islam l'interdise. Même alors que l'ayatollah était encore en vie, ils en étaient venus à conclure que sa fatwa était erronée et qu'il pouvait se doter d'une arme nucléaire à des fins de dissuasion plutôt qu'à des fins offensives. Et aujourd'hui, vous pouvez imaginer que ce chiffre se situe entre la fin des 60 et le début des 70%. Donc vous savez, à l'époque du JCPOA, en 2014, l'opinion publique iranienne était opposée au développement d'armes nucléaires dans une proportion de 6-1. Les Iraniens pensaient que cela violait l'islam. Or, en octobre 2025, ils ne le pensaient plus. Dès lors qu'on savait où en était l'opinion publique, on pouvait comprendre que le protocole d'accord avait été extrêmement difficile à faire accepter par Vance dès le départ. Et une fois que Trump l'a retiré sous leurs pieds, ils étaient très largement convaincus, avec des marges de 3-1, 4-1, 5-1, dès octobre 2025, que Trump racontait n'importe quoi. Ce que Trump projette sur l'Iran, ou ce qu'il avoue par projection à propos de l'Iran, c'est ce que le public iranien pense de Trump, qu'il est totalement peu fiable, totalement indigne de confiance, compulsivement malhonnête, incapable de respecter un accord, incapable de s'y tenir, incapable de l'honorer. C'est ce qu'il démontre partout dans le monde depuis 6 mois, malheureusement, dans toute une série de contextes au cours de l'année écoulée, avec la Russie, l'Arabie saoudite et d'autres. Par conséquent, le public iranien ne veut pas d'un protocole d'accord. Il comprend qu'il ne sera pas facile de remettre ce protocole d'accord en place sans des concessions positives encore plus importantes dès le départ. Cela signifie donc que les moyens militaires n'auraient jamais pu atteindre l'objectif. Parce que les durs, ce n'est pas le gouvernement contre le public, c'est le public contre le gouvernement. Le gouvernement est plus pragmatique que ne l'est son opinion publique. L'opinion publique n'acceptera ni ne tolérera un autre protocole d'accord. Elle ne l'acceptera que s'il s'accompagne de conditions extraordinairement généreuses que Trump n'est pas disposé à accorder actuellement. Cela signifie donc, au minimum, il n'allait jamais capituler. Ça n'allait jamais arriver.
Trump s'est convaincu que des moyens militaires pouvaient obtenir leur capitulation. Ce n'était pas le cas. Ça n'allait jamais l'être. Et en réalité, leur position se durcit encore et encore et encore. L'armée le reconnaît en grande partie. Elle ne veut pas de troupes au sol, ni de tous les autres risques qu'elle ne peut pas justifier. Ils ne peuvent pas protéger nos troupes. C'est la réalité. À l'heure actuelle, si nous poursuivons un conflit militaire avec l'Iran, ils ne sont pas en mesure de protéger nos troupes. Ils dissimulent déjà le nombre de blessés, y compris de blessés graves, et ils mentent à ce sujet, alors que ces blessures ont déjà eu lieu dans ce conflit. Ils ont même pris les 4 personnes qui sont mortes et ont fait comme si elles n'étaient pas mortes en lien avec le conflit iranien, ce qui était assez ridicule. Mais ce problème ne va faire qu'empirer considérablement, et ils n'allaient rien obtenir. Et l'opinion publique américaine s'est complètement effondrée et est désormais entièrement contre Trump sur cette guerre, y compris au sein même de sa base de soutien du Parti républicain. Ils voulaient l'accord. Ils ne voulaient pas ça. Ils ne sont pas prêts à payer plus de $4 à la pompe. Ils ne sont pas prêts à payer plus de $5 pour le diesel. Ils ne sont pas prêts à subir une victime américaine de plus pour cette guerre stupide, absurde et contre-productive. Cela veut dire que Trump sait que politiquement, il ne peut pas obtenir ce qu'il veut par des moyens militaires contre l'Iran. Et recourir à la force ne fait que réduire ses chances aux élections de mi-mandat, alors que l'économie se dégrade, que la logistique militaire se dégrade et que la situation géopolitique se dégrade. Mais le seul problème, c'est que Trump n'est rationnel, il n'est sobre mentalement qu'un jour sur 2. Puis, toutes les 2 heures, toutes les minutes, tous les 2 jours, il redevient le Trump ivre de dérèglement. Et c'est à celui-là qu'il faut faire face. C'est le risque auquel nous devons continuer à faire face. Eh bien, c'est évidemment une partie du problème ici, parce que vous décrivez un problème très clair, presque impossible à résoudre à l'heure actuelle. Parce que le président Trump, comme dans l'extrait que je viens de vous montrer, continue ce matin à donner l'impression que « je suis dur ». Je peux déchaîner le feu et l'enfer sur tout le monde si je le veux, et c'est nous qui contrôlons la situation. L'autre chose qu'il a dite, c'est « nous contrôlons le détroit d'Ormuz ». Or, il suffit de regarder les données, ce que je viens de faire juste avant d'entrer à l'antenne. Il s'avère que non, nous ne contrôlons rien du tout. Ce n'est pas que quelqu'un avait besoin que je le prouve, mais je vous donne simplement les chiffres. Moins de 10 navires sont passés le 26 juillet. Vous en voyez 3, le 25, puis du 22 au 24, 3 par jour. Et presque tout ce qui passe emprunte le corridor nord mis en place par les Iraniens. Les quelques navires qui passent, c'est par là-haut. Ils vont vers la Chine, etc. Vous voyez donc que l'avant-dernier segment jaune, le corridor sud que nous avons mis en place en dehors de l'autorisation prévue par le protocole d'accord, c'est de fait complètement arrêté. Plus rien ne passe. Donc non seulement nous ne contrôlons rien du tout, mais le président Trump a carrément menti en disant « Oui, les seules choses qui sortent sont celles que nous autorisons à sortir ». Mais rien de ce que nous voulons ne peut sortir. Donc, seules les informations qui passent par le camp iranien sortent. Alors, comment le président Trump s'y prend-il face à tous ces problèmes? Les sondages dont vous venez de parler, en Iran comme aux États-Unis, le fait qu'il n'a pas les moyens militaires, le fait que le détroit est fermé, et nous n'avons même pas encore parlé de Bab el-Mandeb. Il y a de gros problèmes là. Et s'il n'obtient pas l'accord de l'Iran, pour les raisons que vous venez d'exposer, tout en essayant encore de donner l'impression qu'il contrôle quoi que ce soit, comment passe-t-il d'ici à là? Eh bien, il y a la stratégie intelligente, la stratégie suicidaire, et celle entre les deux.
pas trop stupide. Donc la stratégie intelligente, ce serait de changer complètement de cap et de revenir au Trump de la campagne de 2024. Faire la leçon à Bibi, le recadrer publiquement, opposer son veto au NDA qui tente de fusionner le renseignement militaire israélien et américain, ainsi que d'autres dispositifs. Forcer Bibi à quitter le Liban, Gaza, la Cisjordanie et la Syrie. Dire au gouvernement libanais de ne pas. Je suis désolé de vous interrompre. On peut s'arrêter là juste un instant? J'adore tout ça. Restons-en à ça et ne regardons pas les deux autres. Mais pardon, je me suis emballé. Continuez. Je veux dire, et je tiens à vous le rappeler, Trump a des options ici. Ce qu'il fait dépend de ses choix. Il pourrait donc faire ça, puis aller voir l'Iran et libérer tous ses avoirs. Comme il l'a lui-même dit il y a un mois, c'est leur argent, pas le nôtre. Et nous portons atteinte à la souveraineté financière des États-Unis en continuant d'utiliser le dollar et notre contrôle du système financier pour sanctionner des gouvernements et de toute façon saisir des avoirs. Alors, rendons-leur simplement leur propre argent. Ils reconnaissent qu'ils sont impliqués. Et si nous leur rendions tout leur argent, ils pourraient être disposés à ouvrir le détroit, au moins sans péage pour le moment, afin de donner à Trump une couverture médiatique. Parce que les recettes générées par le péage, qu'on l'appelle taxe environnementale, frais de gestion, frais d'évaluation, etc., sont bien inférieures aux 300 milliards de dollars des leurs que nous détenons. Donc s'ils faisaient ça, la réponse, ce que Vance essayait de faire, c'est qu'il comprenait que la population iranienne veut un soulagement économique et des mesures de réparation. Et que l'approche de la carotte peut fonctionner bien mieux avec l'Iran que celle du bâton. Mais il faut que cela s'accompagne de quelque chose auquel ils puissent croire. Et ils n'y croiront que si l'argent est littéralement sur leur compte bancaire. Promettre un allègement des sanctions ne marchera pas, parce qu'ils savent que nous pouvons revenir dessus en un instant. Mais une fois que l'argent est sur leur compte bancaire, il y est. Donc nous pourrions débloquer certaines choses, lever des sanctions, essayer de revenir à des relations plus raisonnables. En réalité, cela les dissuaderait de se doter de l'arme nucléaire. Nous devrions nous réjouir qu'ils contrôlent le détroit d'Ormuz. Parce que cela leur donne un levier, puisqu'ils peuvent tout simplement l'ouvrir ou le fermer quand ils le veulent. Ce n'est pas vraiment le droit de passage qui pose problème. C'est le contrôle qu'ils exercent sur lui comme moyen de pression. Mais nous voulons vraiment qu'ils disposent de ce levier, parce que sinon, ils seront contraints de chercher à se doter de l'arme nucléaire, comme seul moyen de pression. Ce n'est donc pas une bonne option, ni une bonne alternative, ce que des gens comme Vance reconnaissent déjà aujourd'hui. Voilà ce qu'il pourrait faire pour regagner la confiance d'une partie de sa base, pour limiter les pertes lors des prochaines élections de mi-mandat, pour atténuer les dégâts économiques provoqués dans le monde par la pénurie de pétrole, qui se traduit par des pénuries de diesel et d'essence parmi les produits raffinés. Et puis, dire à Zelensky que, vous savez, on va lui donner on va lui donner 100 kilos de cocaïne à Miami. Il pourra rester là-bas, traîner là où Scarface traînait autrefois, prendre toute la coke qu'il voudra pour le restant de ses jours, et ensuite mettre fin à ce conflit. À quoi bon? Laissons les Ruskov prendre ce qui est russe, de toute façon. C'est ce qu'ils pourraient faire. Ce serait la décision intelligente pour l'Amérique. Intelligente sur le plan tactique, sur le plan géopolitique, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan économique. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup confiance dans le fait qu'ils fassent quoi que ce soit de tout ça. Alors, il reste l'option suicidaire, intensifier le conflit contre tout le monde. Continuer d'essayer de bluffer les Chinois. Parce qu'en ce moment, on se dirige vers une guerre sur 3 fronts que les gens présents aujourd'hui aux funérailles de Graham veulent que Trump mène.
Ils veulent qu'il intensifie la guerre terrestre avec la Russie, entre l'Ukraine et la Russie, avec une implication directe des États-Unis, avec davantage d'attaques au cœur du territoire russe grâce à des drones et des satellites. C'est nous qui avons fourni ces satellites pour frapper le bateau iranien. L'Ukraine n'avait pas la technologie satellitaire. Non, c'était un bateau iranien qui traversait la mer Caspienne. Les États-Unis, eux, l'avaient. C'était la CIA, désespérée de maintenir à flot et en vie sa prostitution guerrière, sans son principal mécène, le sénateur Graham, qui est maintenant sur le point d'aller rejoindre John McCain, temporairement, dans un endroit un peu plus au sud, disons. Donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'on augmente le risque de guerre avec la Russie. Ils veulent qu'on intensifie ce conflit, qu'on augmente le risque d'escalade en Iran, et ils veulent qu'on intensifie aussi contre la Chine. Parce que c'est ça, le projet de loi sur les sanctions contre la Russie et l'Iran, qui porte le nom de Lindsey Graham, sa dernière grande proposition législative en attente au Sénat. Il est présenté comme des sanctions contre la Russie. Il est présenté comme des sanctions contre l'Iran. Mais en réalité, ce sont des sanctions contre la Chine. Car il prévoit surtout d'imposer à la Chine des droits de douane pouvant aller jusqu'à 500%. La Chine a dit qu'elle couperait immédiatement toutes les terres rares dès l'adoption de ce texte, ce qui signifie que toute notre économie s'effondre. Donc ça, c'est la voie suicidaire. Il choisira probablement quelque chose entre les deux. Alors espérons simplement que ce soit un peu plus intelligent et un peu moins suicidaire, et que nous survivions peut-être encore quelques mois. Alors, quel serait le... Regardons ça, parce que ça m'a enthousiasmé quand vous avez parlé de ce qu'il devrait faire. Parce que franchement, il n'y a pas une seule chose que vous avez dite avec laquelle je ne sois pas totalement d'accord. Mais regardons ça. Quel en serait le coût politique? Parce que vous avez dit qu'il y aurait beaucoup de conséquences positives dans la réalité et pour nos intérêts. Mais cela aurait un coût politique énorme, parce que, évidemment, les démocrates adoreraient se jeter là-dessus et dire « Oh, quel revirement! Vous avez dit ceci, puis vous avez fait cela, et ainsi de suite. » À votre avis, que se passerait-il politiquement s'ils faisaient ces choses-là? Et comment pourrait-il en atténuer les effets? Eh bien, c'est ce que montrent les données de Richard Barris, et il l'a testé. Si Trump adoptait la stratégie intelligente, la stratégie consistant à mettre Bibi au pied du mur, à reprendre la stratégie de Ronald Reagan en 1983, retirer les troupes américaines du Liban après que nos soldats ont été frappés à Beyrouth et dire à Israël de se calmer et de se retirer du Liban. La stratégie Reagan de 83. S'il l'appliquait, s'il faisait sortir Israël de Syrie, du Liban et de Gaza, puis qu'il y ajoutait le déblocage des fonds pour l'Iran, on pourrait investir en Iran avec des entreprises américaines, ce qui pourrait être très lucratif financièrement. Ce que montrent les sondages, c'est que Trump grimperait très nettement. Les démocrates peuvent parler d'hypocrisie, d'incohérence, de volte-face. Personne n'en a rien à faire, parce qu'ils aiment ce résultat. Ils préfèrent ce résultat. Ils veulent ce résultat. Les partisans les plus acharnés de Trump vous diront que c'était des échecs en 4 dimensions depuis le début. C'est comme ça qu'ils le présenteront. Peu importe ce que Trump dit ou fait, ils le suivront. C'est pour ça qu'il n'a pas les limites au sein de sa base, que des gens comme le professeur Papp pensent qu'il a. C'est tout le contraire. Sa base veut qu'il se retire. Près de 4,20% de sa base, en fait. Désormais, et Barris venait tout juste de le sonder, 4,21% des vrais soutiens de Trump, des électeurs de Trump en 2024, étaient favorables au rétablissement du protocole d'accord et aimeraient vraiment voir la paix revenir au Moyen-Orient, aimeraient vraiment voir les troupes se retirer du Moyen-Orient.
J'aimerais voir Trump mettre Bibi au pied du mur, contenir et freiner Israël. J'aimerais voir la paix avec la Russie. J'aimerais voir des relations raisonnables partout dans le monde qui permettent à Trump de se recentrer sur l'économie américaine et les intérêts politiques des États-Unis. C'est pour ça qu'il a été élu. C'est ce que l'Amérique d'abord a toujours voulu dire. Les sondages montrent donc que c'est un énorme gagnant politique. Il a fini par l'accepter. C'est son ego qui fait obstacle. Ce n'est plus la crainte d'une réaction politique, parce qu'il sait que la réaction politique lui sera favorable. Il l'a constaté plusieurs fois maintenant. Chaque fois qu'il se retire, ses chiffres montent. Chaque fois qu'il s'engage davantage, ses chiffres baissent. Attendez. D'accord, c'est un problème. Et il faut que j'arrive à comprendre ça, à y voir clair. Si le président Trump voit que toutes les données des sondages auxquels il souscrit et qu'il reconnaît comme exactes montrent que sa base le soutient dans les proportions dont vous parlez, on pourrait penser que ce serait une évidence, qu'il suivrait automatiquement cette voie. Et pourtant, ça ne s'est pas produit. Je vais vous demander pourquoi dans un instant. Mais ma véritable inquiétude, c'est que Tucker Carlson était dans l'émission il y a quelques semaines et il a dit qu'il avait eu une conversation similaire avec Trump juste avant que celui-ci parle de tout ça. Il lui a exposé toutes les raisons pour lesquelles il ne fallait absolument pas déclencher cette guerre. Et pourtant, il l'a fait quand même. Il se passe quelque chose là que je pense nous ne voyons tous pas. Est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas dans son intérêt personnel, qui ne relève pas de son domaine de prédilection et qu'il ne saisit pas? Pourquoi? Exactement. Et je pense que mon interprétation a été la suivante. D'ailleurs, CBS 60 Minutes Australia a interviewé les auteurs du livre Regime Change. Ils ont confirmé beaucoup de choses dont nous avons parlé concernant le fait que le comportement de Trump dans sa prise de décision a radicalement changé entre son premier et son second mandat, surtout au cours de l'année écoulée. C'est comme lorsque Trump a dit à Maggie Haberman qu'il voulait être perçu comme une figure napoléonienne. Donc ce qu'on a eu, en partie, c'est un changement de personnalité chez Trump. Non pas le président de la paix, non pas le président du renouveau de l'Amérique, non pas l'Andrew Jackson défenseur des travailleurs, non pas l'Abraham Lincoln qui restaure la République, non pas le Teddy Roosevelt qui s'attaque aux grands intérêts des entreprises, non pas le président de la paix de Reagan, d'Eisenhower et des républicains des années 20, mais Napoléon, à la place. Il veut être comme Napoléon. But instead, Napoleon wants to be like Napoleon. And what did Napoleon do? Expand. Et qu'a fait Napoléon? Il a étendu son territoire, élargi son influence, accru sa puissance, bâti un empire. Voilà donc la moitié de l'équation. L'autre moitié, c'est que ce désir d'avoir une vision et une ambition napoléonienne est aujourd'hui amplifié par sa tendance à ne plus avoir que des pensées positives, sans aucun réalisme objectif pour les ancrer. Son raisonnement motivé est désormais si fort qu'il change de version selon les besoins. D'accord. S'il veut que A soit vrai, il inventera les faits 1, 2 et 3. S'il veut que B soit vrai, il inventera l'inverse des faits 1, 2 et 3. Mais il finit par y croire. Il fabule constamment, désormais. Une fois qu'il se sera convaincu, d'accord, je veux y retourner, il se convaincra que seules les bonnes choses arriveront, et pas les mauvaises. Et tout cela est fait pour son ego. Ce n'est pas fait pour satisfaire une base politique. Ce n'est pas fait pour satisfaire une classe de donateurs. Ces choses ont peut-être compté à un moment donné, au début, mais plus maintenant. Il a assez de données, assez d'informations, assez de retours pour savoir que politiquement, il n'y a qu'une seule stratégie intelligente. Se retirer, pas escalader. Mais ce qui le retient, c'est son ego. Il ne veut pas que le monde sache qu'il le considère comme un perdant. Il veut être perçu comme une figure napoléonienne. Et cela nourrit ses fabulations et son état d'esprit, ivre de démence, dans lequel il retombe régulièrement et qui nous ramène sans cesse au conflit.
that leads us back into conflict over and over again. Oh d'accord. Disons qu'il est bien ça. S'il conserve ne serait-ce qu'une certaine capacité, même correcte, oublions la pleine capacité, ça, c'est déjà hors de question. S'il garde une capacité cognitive suffisante pour faire des calculs, disons qu'il veut vraiment être, vous savez, un néo-Napoléon. D'accord, très bien. Mais il faut avoir les munitions pour y parvenir. Vous ne pouvez pas vous lancer là-dedans, revenir à une opération à grande échelle si vous n'avez pas les munitions, parce que vous pourriez être vaincu. Et là, vous n'auriez même plus la possibilité de choisir le bon camp. Voici Mike Waltz, il y a quelques jours, qui donne une sorte de fausse excuse pour expliquer pourquoi ce n'est pas vraiment un problème. De nombreux stocks ont été épuisés, pas seulement à cause de ce que nous avons donné à l'Ukraine au cours des 4 ou 5 dernières années, peu importe le nombre exact. L'administration a hérité d'une situation où les stocks étaient déjà entamés, non seulement en raison de l'Ukraine, mais aussi du combat en cours contre les Houthis sous l'administration Biden, ainsi que d'une armée affaiblie sous l'administration Biden. Ils ont donc décidé, premièrement, de recourir à de nouveaux types de munitions, moins coûteuses, et à de nouvelles technologies, mais aussi, grâce à ces nouveaux budgets de défense, de reconstruire notre grande armée. L'armée américaine, et je l'ai vérifié sous tous les angles, dispose de tout ce dont elle a besoin pour mener cette campagne aussi efficacement qu'elle le doit. D'accord, je vais vous le dire franchement, c'est complètement faux. Nous avons beaucoup de munitions. Nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut pour faire ce genre de choses ici. Et laissez-moi d'abord vous poser une question, disons, administrative. Trump croit-il ce que disait Mike Waltz, à savoir que nous avons toutes les munitions dont nous avons besoin? Parce qu'avant même de vous dire le reste, ça pourrait rendre le reste de ma déclaration sans objet. Eh bien, la motivation psychologique a tendance à déclencher la fabulation. C'est pour ça que les gens qui ont traité avec lui pendant le conflit iranien n'arrivent pas à passer outre ces fabulations. Alors je dis aux gens, inventez une fabulation qui nous permette de nous en sortir, peu importe laquelle. N'importe quelle fausse histoire, n'importe quoi. C'est incroyable ce que vous avez fait. Les Iraniens vont vous ériger une statue en or, Monsieur le Président. Ce sera formidable, comme celle que vous avez dans la bibliothèque que vous êtes en train de construire. Celle que vous avez déjà installée sur votre parcours de golf et qui a été bénie par des chefs religieux. Franchement, si ce n'est pas le signe que ce type est en train de perdre les pédales, je ne vois pas ce qu'il faut de plus. Mais le problème, c'est que la réalité ne parvient à l'atteindre que de temps en temps, de façon sporadique. Donc, comme je l'ai dit, pour moi, la différence, c'est celle entre une personne ivre et quelqu'un qui est sobre. C'est la différence entre quand il est sobre et quand il est ivre. Et Trump est parfois ivre de démence, et parfois sobre et sain d'esprit. Quand il est sobre et sain d'esprit, il comprend tout ça. Il comprend le risque politique, le risque économique, le risque militaire, le risque d'action militaire. Il comprend que l'Iran ne capitulera pas et que de fait, il ripostera plus durement et exercera des représailles plus sévères chaque fois qu'il l'attaquera militairement. Mais ensuite, quand il entre dans cet état d'esprit ivre de démence, où il se raconte que tout va très bien se passer et que rien de mauvais n'arrivera, c'était comme avant la guerre. Il était là à répéter à Vance, « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ils ne fermeront jamais ce détroit. Ils ne le fermeront jamais. Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Et il le croyait. Littéralement, tous les autres dans la pièce lui avaient dit « Non, ce détroit va être fermé. » Alors, pas plus tard que la semaine dernière, les services de renseignement sont revenus lui dire que ça ne changeait rien. Les militaires le savaient déjà. Mais ce qui les a paniqués, c'est qu'ils ne peuvent pas défendre leurs troupes. Ils ne peuvent pas défendre les bases, du tout.
Le renseignement en temps réel signifiait qu'ils n'étaient qu'un groupe de cibles faciles. Ils ont donc toujours su que l'effort militaire n'aboutissait à rien. Ils pouvaient le voir en temps réel. Et ce n'est pas tout. Militairement, au début de la guerre, nous frappions souvent des leurs. Ensuite, nous avons frappé quelque chose à l'extérieur de l'une de ces grandes montagnes à missiles, et ils l'ont simplement rouverte 24 ou 48 heures plus tard. Je veux dire, notre dernier degré d'impuissance et d'incompétence, ça a été de frapper des ponts aux rivières au-dessus de rivières asséchées pendant la saison sèche. C'était comme si quelqu'un ne savait pas qu'on était en saison sèche. Alors les camions passent juste à côté de l'endroit où le pont a été détruit. Quelle absurdité! Quel gaspillage d'argent! C'est quoi? 12 millions de dollars qu'on a dépensés pour démolir un pont qu'ils vont réparer en 2 jours, avec quelques centaines de milliers de dollars, peut-être 10 000. Enfin, ils n'en avaient même pas besoin, de toute façon, parce que ce n'est pas la saison des pluies. Je veux dire, qui fait les calculs là-bas? Une grosse IA ou quelqu'un d'autre? Donc ils le savent. Trump le sait. Ce que dit Waltz est un mensonge complet. Il invente tout le temps. Il était tellement extrême dans son soutien à Israël que c'est pour ça qu'il a été écarté de son poste de conseiller à la sécurité nationale. Et ça, c'est une administration qui a fait plus pour Israël que n'importe qui. Et ils pensent que Waltz est tellement dingue qu'ils ne peuvent pas le garder là. Alors il ment, tout simplement. Ils ont mis Waltz en avant parce qu'il était prêt à mentir. Remarquez que Kane ne faisait pas ses interviews. Remarquez que Cooper ne faisait pas ses interviews. Remarquez que Vance ne faisait pas ses interviews. Ces types-là ont un peu plus de mal à mentir sans sourciller sur ce genre de choses. Donc, les limites militaires sont réelles. Mais ce qui préoccupe Trump, ce n'est pas tant ça. Dans sa tête, Trump s'invente que nous avons la meilleure armée de tous les temps, qu'on pourra régler ça rapidement, même s'il sait le contraire quand il est dans un état d'esprit lucide. Mais ce sont les pertes. Il n'aime pas les voir assis là, comme des cibles faciles. Il ne veut pas voir les pertes s'accumuler. C'est en partie pour ça qu'ils l'ont caché, pas seulement au public. Ils ont caché à Trump combien de personnes ont été blessées dans ce conflit. Hegseth a été particulièrement mauvais là-dessus. Ce sera l'une des choses qu'ils mettront dans l'embarras plus tard. Si les démocrates prennent le contrôle de la Chambre et du Sénat. Vous avez une idée de ce que représente ce chiffre? Publiquement, nous avons dit qu'il y a en tout environ 500 blessés et 18 morts. Avez-vous des informations différentes? Le nombre de victimes se compte en milliers. Je sais, avant le début du conflit, ils pensaient avoir plus de 10 000 personnes gravement blessées si cela durait plus de 6 mois, pas mortes. Ils pensaient que le nombre de morts se situerait quelque part entre 10 et 20 000. Mais en ce qui concerne les victimes, c'est-à-dire uniquement les blessés, qui ne sont pas obligés de déclarer immédiatement, ce que j'ai entendu, c'est que ce chiffre se compte déjà en milliers. Ils ont donc simplement essayé d'en dissimuler le plus possible. Et certaines blessures sont du genre à permettre de maintenir la personne en vie, mais ils ne s'attendent vraiment pas à ce qu'elle puisse retrouver ses capacités. Soit elle sera handicapée, soit cela finira par entraîner sa mort. Cela peut simplement arriver dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Parce qu'on parle de certains traumatismes crâniens et de choses comme ça, et ils ont simplement essayé de garder le plus possible tout cela sous silence. C'est vraiment la faute de Hegseth, plus que de n'importe qui d'autre. Hegseth n'a cessé de mentir sur l'ampleur de notre pénurie de munitions, et Hegseth n'a cessé de mentir sur le nombre de personnes blessées. Or, ils peuvent souvent garder certaines personnes. Nous avons encore beaucoup de ces sous-traitants, vous savez, au Moyen-Orient. Donc beaucoup de sous-traitants ne figurent pas officiellement sur certaines listes du Pentagone concernant les invalidités. Mais certains d'entre eux, enfin je crois. Qui était-ce? Ah, je crois que c'était Larry Johnson.
Larry a parlé de, deux choses. Premièrement, il y a environ 150 médecins qu'on fait venir par avion vers cet Allemand. Enfin, ce n'est pas un Allemand. Rien que cela signifie, généralement, qu'il y a quelques 500 victimes supplémentaires, gravement, très gravement blessées. Pas encore de morts, mais des blessés. Et vous savez, au fond, c'est la même chose. Et puis, j'imagine que Larry a appris par quelqu'un que l'un de ses marins était rentré chez lui après avoir été déployé dans le Golfe. Il avait l'air émacié, comme s'il avait suivi un régime éthiopien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça laisse donc penser qu'il y a aussi des problèmes de ce côté-là. Donc j'imagine que davantage de ces problèmes vont remonter à la surface, à mesure que le temps le permettra. Mais Trump reste préoccupé par les victimes, ce qui est une bonne chose, Dieu merci. Il est préoccupé par le risque économique et par le risque politique. C'est son ego et sa capacité de décision affaiblie qui restent les principaux obstacles à ce qu'il se retire de ce conflit, plutôt que de l'aggraver. Alors laissez-moi vous poser cette question, parce que ce que vous venez de décrire correspond à ce qu'on a vu. Par exemple, c'est le président Trump, sobre et lucide, qui a signé le protocole d'accord le 17 juin et qui a fait ses commentaires très rationnels. Écoutez, je ne voulais pas être Hoover et nous entraîner dans une dépression. Et nos réserves stratégiques de pétrole allaient tomber à un niveau dangereusement bas dans environ 4 semaines. Donc, nous devions faire ce choix. Et c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, Trump semble s'être rendormi, ou quelque chose comme ça. Donc la question est la suivante. À quel moment quelqu'un d'autre dira-t-il « Écoutez, si le mauvais Trump décide de nous ramener à une guerre à grande échelle, alors que nous n'avons ni les munitions ni les armes, est-ce que quelqu'un finira par se lever et faire quelque chose? Démissionner? Dire non publiquement? Tirer la sonnette d'alarme ou quelque chose dans ce genre? Parce que voilà le problème. Là, on ne parle pas seulement d'une humiliation. Ce n'est pas seulement comme quitter l'Irak après 2011 ou l'Afghanistan après 20 ans. C'était humiliant, mais ça n'a rien coûté. Si nous revenons là-bas et que nous faisons ça, Robert, et que nous utilisons ce qu'il reste de nos moyens de frappe à longue portée, les bons, les JASSM, les Tomahawk, et ainsi de suite, nous allons les épuiser. Et alors soit on en manquera, soit on commencera à en prendre à l'Indo-PACOM ou à l'Europe. On sera à court partout, et on ne pourra plus rien faire. Toute notre sécurité nationale serait alors en danger. Y a-t-il quelqu'un, au sein de l'administration ou du Pentagone, qui pourrait, à un moment donné, se dire « si le mauvais Trump nous appelle pour nous demander de faire quelque chose qui serait suicidaire, nous allons devoir agir ». Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé le week-end dernier. Trump, même s'il a beaucoup hésité toute la semaine, s'était finalement engagé, à la fin de la semaine, en faveur d'une attaque massive. Il l'avait même autorisé avant de faire marche arrière. D'abord, je ne veux pas que quoi que ce soit empiète sur l'apparition de vendredi. Puis, pendant le week-end, c'était plutôt, eh bien, peut-être que je devrais reconsidérer toute cette affaire et voir ce qui se passe au cours de la semaine prochaine. Et c'est parce que Vance continue de faire pression pour que l'administration se retire. C'est pour ça qu'il est constamment la cible de toutes ces attaques. Donc, pour ceux qui en doutent, il y a une raison à cette campagne permanente contre Vance, dans les médias Murdoch et dans d'autres médias liés. C'est parce qu'ils savent qu'il est la seule voix qui plaide constamment pour le retrait, le retrait, le retrait. Et il apprend de mieux en mieux à manœuvrer Trump. Vous savez, il faut essentiellement le convaincre. Enfin, je l'ai dit à des gens, il faut laisser Trump croire qu'il a gagné comme par magie et que les Iraniens sont, vous savez, à l'agonie, d'une manière telle qu'ils ne pourront jamais revenir dans 20 ans. Donc ça ne sert à rien de continuer à les pilonner, comme il faisait semblant de dire que Graham le lui avait conseillé à la fin.
alors que Graham ne le lui a clairement pas conseillé à la fin. Ça m'a donc fait comprendre que c'était Vance, et que Vance apprend à le manœuvrer. Et il a fini par obtenir que Cooper et Kane prennent position. Kane a tendance à faire ça, du genre, bon, il y a l'option A et l'option B, il y a ce risque-ci et ce risque-là. Ce n'est pas comme ça qu'on passe cette version de Trump. Avec cette version de Trump, il faut dire, si on fait ça, on aura probablement 50 Américains morts de plus la semaine prochaine. Vous savez, il faut le dire comme ça. Et là, il dit, bon, attendez une seconde, peut-être qu'il faut attendre. Mais vous savez, il faut que ce soit dramatique. Et finalement, Cooper a pris position, et d'autres aussi, en employant un langage plus agressif. C'est comme ça que Trump fonctionne. Aujourd'hui, pour capter son attention, il faut être prudemment manipulateur et agressif, de manière sélective, avec précaution. Ils ont mis un peu de temps à le comprendre. Ce n'est pas le Trump d'il y a 5 ans, ni même d'il y a 2 ans. C'est un Trump différent, et il faut réagir différemment avec lui. Il faut le gérer différemment. Il faut simplement reconnaître qu'on a affaire au roi Lear. Et comment amènerait-on le roi Lear à faire ce qui est juste, même si c'est pour de mauvaises raisons? Permettez-moi de poser la question évidente. On ne peut pas compter sur ces gens, à ces hauts niveaux de responsabilité, pour continuer pendant encore quelques années à essayer de comprendre comment manipuler ou parler au Trump qui se trouve être réveillé à un moment donné. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres choses en jeu qui pourraient mal tourner. Eh bien, vous n'avez jamais eu envie de... Qu'est-ce qui se passerait si on avait un roi Lear comme président des États-Unis? Vous n'avez jamais été curieux de ça, de cette expérience de pensée? L'expérience de pensée, ça me va, mais putain. Oui, comme émission de télé-réalité. Enfin, pensez au drame. Vous savez, chaque mercredi suivant, les audiences grimperaient parce que peut-être qu'on entrait en guerre nucléaire. Peut-être pas. Peut-être qu'on n'irait que vers une guerre nucléaire partielle. Oui, non, c'est terrifiant. C'est absolument, totalement terrifiant. Vance a dit à des gens qu'il alternait entre les pleurs et les rires parce qu'il n'y arrive pas. Et rappelez-vous, Vance est un gamin. Ça fait seulement 3 ou 4 ans qu'il fait ça. Ce n'est pas du tout un homme politique de carrière. Je veux dire, il vient des Appalaches. Et dans cette région des Appalaches, je crois qu'ils disent Appalachia là-haut, comme l'a expliqué Thomas Massie. Au nord, c'est Appalachia. Au sud, c'est Appalachia, ou l'inverse, peu importe. C'est de là qu'il vient. Et le voilà, qui essaie de garder un tout petit, un président qui a l'état d'esprit d'un tout petit, pour l'empêcher de se lancer dans les conflits les plus désastreux, pas seulement des conflits militaires et armés, mais aussi des conflits économiques. Je veux dire, c'est ça qui est si particulier. La guerre de Corée ne présentait pas de risque économique direct majeur pour l'économie mondiale. La guerre du Vietnam ne représentait pas non plus un risque mondial majeur. Même la guerre en Irak n'a pas représenté un risque majeur pour l'économie mondiale. Elle posait un risque économique un peu plus important que les autres, mais rien à voir avec celui que représente la guerre contre l'Iran. Et c'est pas tout. Ça vous donne une idée du niveau de folie de nos gens de l'État profond. Ils cherchent à faire monter l'escalade entre la Russie et l'Ukraine. Ils cherchent à faire monter l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. Ils cherchent aussi à faire monter l'escalade au Liban. Ils aimeraient qu'il y ait de nouveau une guerre civile entre le Liban et le Hezbollah. Ils aimeraient avoir impliqué là-dedans le roi égorgeur de Syrie, le président égorgeur, au milieu de tout ça. Donc, pour rallumer une guerre civile en Syrie, ils essaient de rallumer une guerre civile en Irak. Ils veulent que ce premier ministre irakien s'en prenne aux milices chiites irakiennes. Ils ont contribué à provoquer le retour de la guerre entre le Yémen, les Houthis et l'Arabie saoudite.
tout en menant toutes ses folies vis-à-vis de l'Ukraine, de la Chine sur le plan économique, avec le projet de loi sur les sanctions, ainsi que de la Russie et de l'Iran. Je veux dire, c'est une folie à un niveau tout simplement incroyable. Et c'est parce que la classe intellectuelle publique de l'État profond occidental a été corrompue de manière si corrosive par le complexe militaro-industriel et qu'elle est tellement focalisée sur le court terme qu'elle est littéralement prête à mettre le monde à feu et à sang du moment que le prochain trimestre affiche le bon ratio de bénéfices. Bon, alors, j'ai envie de vous contredire, mais pendant que vous dites tout ça, je vois défiler dans ma tête les gros titres correspondant à chacun de ces éléments. Je vois bien que tout cela se joue sous nos yeux. C'est évidemment une lutte titanesque pour le vice-président Vance s'il essaie de manœuvrer au milieu du roi Lear. Il ne peut pas y arriver. Qui peut tenir tête à tout ça? Quelle chance avons-nous qu'une force ou qu'un groupe de personnes puisse réellement s'aventurer dans ce, je ne sais même pas comment appeler ça, ce marécage là-haut? Vous savez, l'ironie, c'est que nous allons devoir compter sur les 3 gouvernements concernés, que l'Occident a caricaturés comme irrationnels, déraisonnables et impérialistes. Il faudra une combinaison entre Poutine en Russie, l'ayatollah en Iran et Xi en Chine pour empêcher que tout cela ne dégénère et n'explose à travers le monde. Parce que la Chine a elle aussi un intérêt économique à préserver la stabilité mondiale des marchés pétroliers et la stabilité mondiale des marchés économiques. Son économie est très tournée vers les exportations en ce moment, parce que, entre les confinements liés au Covid et l'effondrement de leur secteur immobilier, ils ne parviennent pas à obtenir la demande des consommateurs qu'ils voulaient ou dont ils avaient besoin. Alors ils essaient de s'en sortir par les exportations, en maintenant les emplois stables. Et le donnant-donnant entre le gouvernement et la population, c'est qu'ils continueront à faire croître la prospérité. La Russie, c'est juste... Poutine a clairement exposé sa position. Enfin, il continue de le pousser vers une ligne plus dure, vers une position plus dure. C'est de la folie sous stéroïdes. Mais l'Europe ne s'arrêtera pas. L'État profond américain ne s'arrêtera pas. Et quand vous avez un roi lard à la barre aux États-Unis, vous allez devoir compter sur tous ces autres dirigeants pour garder le monde calme et éviter qu'il ne nous explose à la figure. C'est donc incroyable que ce soit d'eux que nous allions devoir dépendre. À l'inverse, si vous devez compter sur 3 civilisations pour survivre et pour nous aider tous à survivre au passage, parier sur les Russes, les Perses et les Chinois n'est probablement pas une si mauvaise idée. Waouh, je n'aurais jamais pensé devoir m'entendre approuver quelque chose dans une déclaration comme celle-là pour nous aider. Mais encore une fois, c'est difficile de contester ce que vous dites. Et la dernière chose dont je veux parler aujourd'hui rejoint justement ce que vous venez de dire. Le fait que Zelensky et Netanyahou soient en ville en ce moment, c'est à cause du roi, pourrait-on dire, de cette cabale de gens. Et c'est Lindsey Graham, aujourd'hui décédé. Alors, laissez-moi vous montrer ce court extrait, tiré, je crois, d'un documentaire qui était en cours de tournage. Il résume assez bien ce que ces gens valorisent. Pratiquement tout ce qu'ils avaient a désormais été détruit. Leur stock de missiles diminue très fortement. Regardez ce qu'on a accompli ici. J'en ai presque pleuré. Je veux dire, ça fait combien de temps qu'on se bat pour ça? Vous défendez cette idée depuis des années, n'est-ce pas? C'est exact. On y est. J'ai parlé à Trump ce matin. Eh bien, il est gonflé à bloc. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Il adore tout faire exploser. Donc, vous savez, beaucoup de gens en interne ne voulaient pas le faire. Alors, j'ai eu des difficultés. Mais le président Trump, quand il entre dans sa zone, il écoute. Il pose de bonnes questions. Vous savez, pas de tweet.
Il n'a presque pas tweeté du tout. Pas de drame. Il a été un excellent président en temps de guerre. J'ai dit hier soir que Trump et Bibi, c'est comme Roosevelt et Churchill. Je veux dire, ce sont les deux bonnes personnes pour affronter ce mal. Pour affronter le mal. Attendez, de quel mal parle-t-il? De celui que nous encourageons ou de celui qu'il est parti chercher? Mais bon sang, je veux dire, réagissez à ça. Eh bien, vous savez, apparemment, ils vont rebaptiser l'une des bases navales de Caroline du Sud au nom de Lindsey Graham. Je pourrais faire quelques blagues très crues sur la façon dont ils vont la réaménager, mais je les garderai pour plus tard. Mais ça vous donne une idée de la reine des va-t-en-guerre à qui nous accordons des funérailles d'État. Et j'ai reçu des réactions de certains milieux conservateurs. Ils disaient, « Écoutez, il est décédé. Reconnaissez-le et respectez ça. » Et moi j'ai répondu, « Non. Cet homme est davantage responsable de meurtres, de morts et de chaos dans le monde. Des enfants morts, des femmes mortes, des civils morts, des êtres humains morts qui n'avaient jamais eu besoin de mourir, que n'importe quel sénateur dans l'histoire américaine. C'est une honte damnable pour l'héritage des États-Unis d'Amérique. » Il couvre de honte chaque Américain par les guerres qu'il a soutenues, par les guerres pour lesquelles il s'est prostitué, par les guerres dans lesquelles il a entraîné le monde. C'était l'un des êtres humains les plus dangereux à avoir jamais occupé une position de pouvoir. Donc sa mort aurait dû être, ses funérailles, aujourd'hui, aurait dû être le moment où nous enterrions l'état profond à 6 pieds sous terre. Mais au lieu de ça, ils s'en servent. L'état profond s'en sert comme prétexte pour ressusciter, une fois encore, tous les pires instincts et toutes les pires pulsions que Lindsey Graham représentait personnellement, professionnellement et publiquement aux yeux du monde. Et espérons que le président Trump choisira la voie saine et lucide, plutôt que la voie délirante, ivre et dangereuse que Lindsey Graham a représentée toute sa vie, qu'il a incarnée, individualisée et manifestée. Nous devons revenir à l'Amérique de la République, pas au gouvernement du sénateur Lindsey Graham. Eh bien, je ne pourrais rien améliorer à ce que vous venez de dire. Je suis d'accord avec tout. En fait, j'aurais peut-être pu y ajouter quelques jurons, mais je ne vais pas le faire non plus maintenant. Restons-en là. Merci beaucoup d'être venu. Au fait, dites-moi s'il reste encore des billets. Mais dans seulement quelques jours, nous serons à Chattanooga, dans le Tennessee, où le 1776 Law Center organise une conférence. Votre serviteur y sera, avec Robert Barnes, Larry C. Johnson, Alexander Mercouris, que nous avons déjà reçu, et beaucoup d'autres personnes. Dites-nous un peu ce que vous attendez de cette conférence. Et reste-t-il des billets? Oui, quelques personnes ont dû annuler, donc il reste quelques billets. 1766lawcenter.com. Cet événement de 2 jours est une collecte de fonds pour le 1766 Law Center, qui soutient des affaires et des causes défavorisées, ainsi que des affaires et des causes de lanceurs d'alerte. Cela va de Brooke Jackson et de la Dr Bowden dans le domaine MAHA, à des gens comme Jim Webb et Joe Kent dans le domaine militaire, en passant par Amos Miller, l'agriculteur Amish, les jeunes de Covington, enfin, tout ce que vous voulez. Liberté alimentaire, liberté médicale, liberté financière, liberté politique. Des causes devant le tribunal de l'opinion publique, comme devant les tribunaux. Et c'est leur principale collecte de fonds. Ce sera une conférence de 2 jours, samedi et dimanche de ce week-end, à Chattanooga, dans le Tennessee. Il y aura plus d'une douzaine d'intervenants invités, dont bien sûr Daniel Davis, Larry Johnson, Alexander Mercouris et Alex Christoforou, qui viendront de Londres comme de Chypre. Jim Webb sera. Chase Hughes est intervenu plusieurs fois chez Joe Rogan pour expliquer comment découvrir, détecter et contrer une opération psychologique de type CIA. Greg Hartley et Scott Rouse de Behavior Panel seront là. La Dr Bowden et Brooke Jackson du mouvement MAHA seront là.
Michel Renaud et Amy Miller, également du mouvement Maha, seront là. Richard Barris, le sondeur, viendra aussi en parler. Ils aborderont donc les options indépendantes, hors des deux grands partis. Où en est le public américain sur ces fronts de la liberté? Et nous discuterons des moyens de réformer la communauté du renseignement, l'armée, et de restaurer la République constitutionnelle à l'ère moderne. Donc si vous voulez venir, 766 lowcenter.com. Nous serons ravis de vous y voir. Franchement, si j'étais pas déjà sur le panel, je paierais pour aller voir ça. Ça a l'air formidable. Nous encourageons vraiment les gens à aller y jeter un œil. Et j'imagine que vous publierez aussi des contenus après. Donc, les gens devraient suivre ça également. Absolument. Parfait. Nous avons hâte de vous y voir dans quelques jours. Et peut-être que certains d'entre vous qui nous regardent en ce moment, nous y verrons tous aussi. Nous avons hâte de vous y retrouver et nous vous donnons tous rendez-vous dans le prochain épisode de Daniel Davis Deep Dive. All of you on the next episode of the Daniel Davis Deep Dive.